La Voix des Bulles présente le One Club, le podcast BD bimensuel qui fait des trous de qualité. Des trous. Des trous, des Mais petits quoi trous, encore des petits trous. Des trous de première classe, des trous de seconde classe. Moi, je dis rembourser les invitations là, parce que ça va plus du tout. Bon, elle était un peu mieux quand même que l'autre. On peut pas tout non plus dire. Non, migrer. elle était bien, j'ai juste pas compris les trous de Oui, ça n'a pas de qualité. sens, ça n'a pas de sens. C'est de l'absurde. Ok. Ah, c'était ça. Ouais. Mais de toute façon, dès que Pierrick a dépassé 2 coupettes de champagne, c'est marrant. Ah. Coucou les gens et bienvenue au One Club, le podcast BD qui va vous parler de BD car c'est ce dont on parle Pas le de mieux. trous alors. Non, pas du tout. Putain, moi, j'étais nous venu sommes pour des gens ça. de qualité. Et dans ces gens de qualité, Parce que les gens qui ont des trous ne sont pas de qualité. en dehors de moi, dans Marc les non pieds, plus, d'ailleurs. nous avons Tizak qui est de qualité et qui a de très jolis trous. Bonjour Tizak. Je ne voulais. Bon. Suivant. Guillaume, suis resté quoi c'est pas mal non plus dans son genre. Salut tout le monde. Voilà. Et peut-être que le meilleur d'entre nous, ça reste Thio. Ah, Salut Thio. Toujours, la crème. Voilà, la crème de la crème. le crème crème de dans le Je crois qu'il a Le quelque crème chose à du te trou. demander. Hein, Dans cet épisode assez exceptionnel, nous allons parler de 4 chroniques BD, parce que c'est ce qu'on fait dans chaque épisode, mais Et c'est ce qu'on celui-là, fait c'est le mieux encore mieux d'ailleurs. de Parce que tout le top. reste. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Ces bandes dessinées, ça va être Bordeaux-Shanghai, Le Temps des Pivoines, le tome 2 des Guerres de Lucas. Il y en aura-t-il un troisième Il y en aura-t-il un quatrième Y en aura-t-il un 9e? C'est celui qui fait le plus peur. Et le tome 2 de 1629 qui vient clore le récit. On enchaînera ensuite pour revenir un petit peu, car cette émission sera diffusée à la mi-janvier sur l'historique un peu de ce qui se passe à Angoulême, sachant que beaucoup de choses peuvent se passer en un mois, c'est-à-dire le temps entre l'enregistrement et la diffusion. Surprise, suspense, même si j'ai pas trop d'inquiétude pour cette année en tout cas. Pas trop d'illusions, moi, je dirais. Oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit, si nous faisons cette émission, c'est surtout grâce à nos fantastiques tipeurs. Nos fantastiques tipeurs qui sont Monkey, Matt Descaches, Chevron, Warloff, Cobal et Sarah Londe. On ne les remerciera jamais assez. Tipeee, c'est le site sur lequel vous pouvez décider de nous donner une certaine somme par mois, ce que vous voulez. Et en contrepartie, on vous permettra de faire certaines choses dans le Discord. Vous aurez droit de vote sur certains sujets. On vous donnera quelques petits pouvoirs. Et vous savez exactement ce que c'est, parce qu'à l'heure actuelle, si vous allez sur Tipeee, c'est ce qui est noté. Mais comme on enregistre un mois avant, on ne sait pas encore. Vous n'êtes pas obligé de nous donner des masses, hein. Vous nous donnez 1, 2 euros, c'est très bien, ça nous donne toujours un coup de main. On n'a pas besoin de plus, on fait ça vraiment pour le Comme plaisir. on dit sur les réseaux, ça nous donne beaucoup de force. Voilà. Mais si ça nous permet de nous payer un bon resto, une bonne bouteille et du bon matériel, Ouais, c'est surtout le matos. voilà, ne serait-ce que l'hébergement du site web qui commence à avoir quelques gigas de podcasts dessus, c'est plutôt pas mal. En tout cas, merci encore à nos tipeurs. Et bien sûr, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de parler de nous autour de vous, parce que le podcast est très très difficile à faire découvrir. C'est pas comme YouTube où on va avoir un algorithme qui va nous sortir le prochain truc du même genre à écouter. Il n'y a que le bouche à oreille qui peut nous faire connaître. Et franchement, merci à vous de parler de nous autour de vous et de venir nous parler dans Discord, dans lequel nous avons de très très chouettes discussions. Et on va enchaîner tout de suite avec notre première chronique. Bordeaux-Shanghai, une bande dessinée scénarisée par Marc Echersol, je prononce voilà. très mal. Amélie Cos au dessin et à la couleur. J'attendais le critique sur mon accent. Chez Grand Angle pour 24,90 €. Alors, je vais. Oui, c'est toi qui m'as Mais expliqué la oui, dernière fois comment on le mais prononce. Alors, moi, je tiens à souligner que cette BD nous a été gracieusement offerte en service presse. C'est vrai. Et que grâce à ce service presse, il y avait une magnifique fiche descriptive dans laquelle Il le disait et j'ai oublié. il nous expliquait comment on prononce Mike Eccleston. Exactement. Et toi, tu l'as retenu, pas moi. Et Eccleston. C'est-à-dire que quand j'ai lu ça, j'ai dit oh, ça pour Pierrick, ça va être bon, ça. Voilà. J'aurais dû me douter que tu me tendrais un piège dessus. Ah, je t'ai pas tendu de piège, je crois qu'en anglais, tu te tends des pièges tout seul, mon poulet. hein. C'est vrai. Parce que c'est de l'anglais, ça. Ouais, alors en fait, il est franco-britannique. Oui. Non, mais Il y a- c'est pas d'origine britannique, sinon là. Ouais, il y a- il doit y avoir un truc gallois, je crois qu'il Ouais. c'est un truc Ah gallois. oui.
Ah, ok. Oui, ok, d'accord, ça va. Je comprends mieux. British au sens Voilà. large, quoi. Combien pèse cette BD, s'il te plaît? Parce Alors, qu'on nous demande ça cette, dans le chat et 2 qu'on kilos trouve et demi. que ça manque ces derniers temps. Absolument, c'est très important, surtout quand vous commandez du vin. Vous savez que le prix du package et donc du transport du colis est lié au poids. Et donc, quand on commande du vin, c'est très important. Donc, pour cette cuvée Bordeaux-Shanghai, il y a 208 pages pour un poids de 788 grammes, soit beaucoup moins qu'une bouteille de vin. Et donc, c'est beaucoup plus rentable. Et donc, c'est beaucoup plus rentable. Vas-y, de quoi ça parle? Quelle argumentation de Alors, merde, mais vas-y. Nous allons suivre un jeune riche chinois qui veut trouver un sens à sa vie en allant se perdre dans le S'il te Bordelais. plaît, c'est le mot sincère quelque part. Je sens. Non, sincère, en plus, ça marche pas. Ils ont enfin un peu de temps. Or, elle rêvait de manger dans un restaurant chic avec ce vin français dont on parle tant en Chine, alors que personne n'a la connaissance pour l'apprécier. Sa femme ne s'y connaît pas plus que les autres, mais elle profite du moment, elle prend le temps de contempler son verre, elle le fait tourner parce qu'il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire. Lui, forcément, en gros lourdeau, non connaisseur de vin, il se moque d'elle, il se moque des mimiques, il se moque de toute cette gestuelle. À quoi bon faire ce petit rituel stupide ? Elle n'en sait rien, mais elle rêvait de le faire, comme le raconte la littérature française. Il se prête au jeu de bonne grâce. Quelques années plus tard, il est devenu beaucoup plus riche parce que ce jeune homme était un grand travailleur. On est sur un équivalent d'ingénieur ou de gars sorti d'une grande école de commerce. Mais il est aussi beaucoup plus seul, puisque sa femme est depuis décédée. En hommage à sa compagne disparue, maintenant qu'il a beaucoup d'argent, il a décidé d'acheter un château dans le Bordelais, un simple cru bourgeois, pas un grand cru, mais même si ce n'est pas ce grand cru, ça restera quand même un élément important pour perpétrer sa mémoire. Cependant, alors qu'il est en plein échange d'affaires, il reçoit un appel téléphonique de la police. Que s'est-il encore passé ? Mais bien sûr, c'est son fils qui a encore fait des siennes, qui est en garde à vue, qui a une cape de super-héros, qui est donc déguisé. Et cette fois-ci, il n'a rien trouvé de mieux que de percuter un fourgon de police en état d'ivresse. Pas Là, mal. je pense qu'on a fait un strike. C'est un petit con, ouais. Que va-t-il faire de ce fils qui est une vraie caricature du petit con de fils à papa blindé ? Il n'a pas d'autre choix, ce papa, que de payer la caution, de le libérer, mais d'avoir aussi cette fameuse sérieuse discussion qui dit là, c'était la dernière fois. Et donc, il va essayer de trouver un avenir à ce fils qui vraiment ne donne pas la sensation d'en avoir un, qui n'a toujours pas trouvé sa place dans la vraie vie. Alors, est-ce que vous le saviez, mais la Chine est le pays qui importe le plus de vin de Bordeaux au cours de ces 10 dernières années. Ben oui, Je savais pas. Mais le paradigme a changé. C'est certainement sur ce fait que démarre cet album, ce one-shot au titre évocateur. Mike Eckersall construit donc une histoire simple, pourtant originale, en réunissant deux mondes très différents, le milieu aristocratique chinois, et le terroir bordelais. D'un côté, les grands buildings et les liasses de billets. De l'autre côté, la terre et les liasses de billets aussi, quand même. C'est ce choc des cultures qui est représenté dans cette rencontre entre le riche désœuvré, le Wei, et la modeste œnologue Lola. Voilà, donc, puisque je connais les prénoms, ouais. C'est un truc de dingue. Désolé. Putain, le. ouais, hein, c'est. Là, ah ouais. Donc débarquer en jeune arriviste ignorant tout du Médoc, c'est aussi une formidable et subtile occasion de faire découvrir ou d'approfondir les termes spécifiques liés au vin, de glisser un message vibrant sur cette formidable culture qui, à titre personnel, me fait bien vibrer. Cependant, l'essentiel réside surtout dans le traitement des personnages. C'est assez fin, savoureux. Chacun a bien un caractère assez bien défini, qu'on voit littéralement dans certains passages. On ressent des émotions fortes. On passe du rire aux larmes aussi facilement qu'en dégustant du bon vin, un grand cru ou un cru bourgeois. À la manière de bien d'autres auteurs qui ont tenté cette sensibilité autour du vin, de la culture et des personnages, Eckersall, lui, trouve un ton juste, simple, et qui fonctionne bien. Moi, ça a bien fonctionné pour moi, ça m'a bien touché. L'histoire est aussi prenante avec des rebondissements, pas toujours étonnants, mais qui fonctionnent malgré tout. On se prend au jeu de cette lutte des marchés viticoles entre le grand cru, le cru bourgeois, tel ou tel spéculateur, tel ou tel testeur.
Cette découverte donc du monde dur, rude des vignes et du vin, mais aussi cette quête de reconnaissance et de lui-même dans laquelle nous entraîne Wei. On a enfin cette comédie mi-amoureuse, mi-tragique conclut parfaitement cette petite dégustation de BD. Le dessin d'Amélie Cosse est tout aussi agréable, la douceur de son trait, des couleurs qui renforcent la sensation de vivre un petit conte de fées moderne, dans ce cadre atypique pour un riche chinois. Le choix des couleurs est particulièrement bien réussi, on respecte également bien la nature des ambiances. Et enfin, la barrière de la langue, qui est symbolisée par des couleurs de texte différents, fonctionne parfaitement bien, c'est très bien intégré, à la lecture c'est très fluide, ça reste très discret et ça a très bien marché je trouve, au moins pour le début de la bande dessinée où ça nous plonge vraiment dans cette ambiance et dans cette lutte, c'est ça, dans cette lutte et ce mur dans les dialogues. Donc je vous recommande chaudement ce superbe millésime 2025 qui saura n'en pas douter vous procurer de belles sensations, le plaisir du travail de la terre dans un bon cru bourgeois. Bien, merci Tizak. Merci Tizak pour cette... Je t'avoue que moi, les BD sur le pinard, hein, c'est toujours touchy. Ouais. Puis il y en a tellement qui sont sortis. Voilà. Je sais qu'il y en a des biens, mais j'ose pas trop. Puis en plus, le pinard, je le bois, mais je m'y intéresse pas assez pour l'apprécier. Même quand tu le bois, tu t'y intéresses pas. Voilà. Mais j'ai trouvé dans... Alors, quand il est bon, je sais le reconnaître quand même. J'ai trouvé dans cette... C'est qui nous avait sorti le Calimucho, excuse-moi. C'était Franz. Non, c'est toi. C'était une blague. C'est toi qui nous l'as amené, le Calimucho. C'était une blague. Et c'est moi qui m'y suis collé derrière. Oui, mais c'était une blague, jeune homme. C'était volontairement nul. C'est pas mal pour boire les mauvais rouges, ça, non Oui, c'était dégueulasse. Mais c'était volontaire. C'était volontaire. C'est horrible. Non, pour en revenir là-dessus... Bordeaux-Shanghai. Il y a un magnifique épisode de BD des glaçons sur ce sujet. Bordeaux-Shanghai, j'ai trouvé que c'était une excellente comédie romantique qui traite d'un sujet en plus de façon intéressante, qui marche très bien. J'ai eu l'impression de dire un peu l'arnaqueur de la BD. Ce côté où on prend quelque chose qui est assez classique, qu'on a déjà vu faire très très bien par d'autres, mais on va le refaire quand même. Et on va le faire pas mal, en fait. Et pas mal du tout. Le dessin fonctionne super bien. L'intrigue, alors oui, il y a des choses, on se doute de comment ça avait évolué, etc. Mais c'est pas grave. On est là pour ça aussi. C'est comme les films de Noël, quoi. On sait comment ça va finir. C'est exactement ce que j'ai dit. On sait comment ça va finir. Voilà. Mais avec juste ce qu'il faut pour que de temps en temps on se dise « Ah, peut-être que ça va pas finir comme je crois. » Vraiment, quelque chose qui... est super bien ciselé au niveau de l'histoire de la narration, qui en plus, quand il connaît pas grand-chose en vin, à ce point de vue de ce jeune qui comprend que dalle, en plus qui parle même pas la langue, en fait lui il comprend tellement rien à rien au démarrage, que tu peux très facilement t'identifier à lui, mais qui mûrit au fur et à mesure de sa lecture. En tout cas, le bon raisin. Le bon raisin. Voilà, donc franchement j'ai passé un excellent moment avec cet album, ça m'a beaucoup plu. Thio. Je trouve que tu as parfaitement résumé en fait quand tu as dit téléfilm de Noël. Je trouve qu'il y a... Alors, c'est comme le chasseur. Il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Il y a le bon téléfilm et le mauvais téléfilm. Celui-là, je le rangerai quand même dans les bons téléfilms de M6 de Noël. Parce qu'il a tous les ingrédients. On a effectivement la petite amourette, on a l'incompréhension, on a est-ce que je vais enfin rendre mon père fier ou pas? Est-ce que du coup je vais réussir dans ma vie? Qu'est-ce que je vais toucher l'héritage? Non, même sans héritage, il était plus à ça près, tu vois, parce qu'il comprend bien que de toute façon c'est un raté, quoi. C'est un gros loser. Mais non, voilà, c'est un bon téléfilm de M6 qui traite le vin. Alors, je pense que c'est pas ultra... réaliste et pointu. Ouais, pointu sur le vin. C'est parce que c'est pas vraiment le sujet de la BD. Exactement, au final. non, mais pour une fois, c'est bien parce que des fois, c'est honnête là-dessus. On a lu des trucs sur le vin où en fait, on était vraiment dans l'élaboration du vin. Étienne Davodo, c'était quoi déjà? Les ignorants. Oui, les ignorants, voilà, où on était quand même là vraiment sur... Best-seller du vin. Alors, il y avait d'autres choses dans les ignorants, mais il y avait aussi quand même ce côté-là qui était très très pointu sur le vin, ou sur le truc qu'on avait lu sur le mec là qui faisait le vin le plus cher du monde. Ouais. Là aussi, c'était quand même plus que pointu. Les ignorants à côté étaient vraiment ignorants à sa base. Mais vraiment, non,
c'est une bonne BD, Bordeaux Shanghai. Je trouve que c'était une bonne surprise et c'est un bon téléfilm de vin. Guillaume. Si un jour ça existe. J'ai rien de plus à ajouter, vous avez tout dit, donc tout va bien. Je suis assez d'accord avec tout ça. J'étais très content de lire ça. J'ai passé un super moment, ça m'a fait très très plaisir. Moi, je rajouterais que la couverture le dessert, parce qu'effectivement, ça le met dans la même catégorie que tout un tas d'autres bandes dessinées sur le vin. Je trouve qu'il y a une sorte de stéréotypie entre les différentes couvertures autour du vin. On utilise un peu les mêmes polices de caractère, ou en tout cas la même pagination, un petit peu les mêmes graphismes, un petit peu les mêmes tons de couleurs. Et voilà, il y a une espèce de code couleur, de code graphique, de charte autour de ces BD, autour du vin. Et malheureusement, Bordeaux Shanghai rentre dans sa couverture, avec sa couverture dans cette lignée-là. Or, le contenu est radicalement différent de plein d'autres BD, beaucoup moins bonnes que celle-ci. Donc, voilà. Je trouve que la couverture... passer le cap de la BD qui est comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci, et vraiment intéressez-vous à ce qui se passe à l'intérieur. Non, je trouve que la couverture, le raisin prend pas un quart de la page, quoi, tu vois, c'est quand même, c'est pas un champ à perte de vue. Non, mais la c'est pagination, la police de caractère, c'est concentré sur les personnages, quoi, cette couverture, et moi, ça t'annonce bien ce que tu vas lire, je trouve. Et oui, je reviendrai sur quand même le dessin de Nikos qui est, moi je trouve exceptionnel, qui marche super bien. Ce côté qui va aller chercher dans tous les styles, qui pique un peu du manga pour la dynamique des personnages, mais qui fait aussi des super paysages derrière. Franchement, très réussi à ce niveau-là. Bordeaux Shanghai, Marc Eckersall et Amélicos chez Grand Angle pour 24,90 €. Le temps des pivoines, scénarisé par Aosha, dessiné et colorisé par Maxime Belloche, sorti chez Glénat pour 25 €. Le XIIIe siècle. Un siècle obscur. Non, pardon, c'est pas ça. L'obscurantisme a sa place à la table du Des roi. hommes à la recherche... Non, c'est pas ça. C'est après, ça, c'est après. C'est le 16e. Je confonds à chaque fois. C'est le 15e, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, Non, c'est le 16e siècle, les cités d'or. 1492, c'est le 15e. Oui, mais le Cité d'or, c'est le 16e. Oui, mais je suis au 15e, là, tu vois. Donc, nous sommes dans un petit village paumé de je sais plus quelle région de France. À Pouilly en Auxois. Voilà. Et nous sommes en plein XIIIe siècle et on va suivre Jean qui a la chance de posséder son moulin. Tu as vu, il connaît son prénom. Et c'est pas grand-chose. Il était facile. Jean. Donc il possède son moulin et donc pour un gueux, quoi, c'est plutôt pas mal. Sauf que le boss local, le noble local, Roland, avec un T, voilà, parce que les Roland avec un T, c'est un peu des connards, il décide de faire querelle à son voisin et de lancer une guerre. Et bien sûr, ils vont aller chercher des gens pour aller se battre. Et Jean se retrouve à devoir partir. Et donc, il arrive à revenir vivant de cette guerre, petite guerre locale, on est vraiment sur un XIIIe siècle, voilà. Et quand il revient, il se rend compte que des pillards ont attaqué son village en l'absence. Oui, il n'y a plus d'hommes pour le protéger, donc les pillards peuvent s'en donner à cœur joie. Et vite sur les réseaux sociaux, juste buter sa femme et ses enfants dans des sévices horribles qui ne sont pas mis en détail, mais que l'on ne peut qu'imaginer comme étant horribles. C'est toujours pire quand tu les imagines. Le gars, bien sûr, ça va pas bien du tout, mais vraiment pas bien, sauf qu'il retrouve sur le pas de sa porte une petite fille qu'il va appeler Pivoine, parce que ce sont les fleurs qui repoussent sur les champs de bataille. Et qui étaient les fleurs préférées de sa femme. Voilà. Et que la petite fille choisit. Et donc, il va commencer à l'élever petit à petit, de son côté un peu renfrogné. Il va essayer il va retrouver un peu goût à la vie, jusqu'à ce que ce connard de Roland décide de refaire des siennes. Et là, Jean, il a décidé qu'il va pas se laisser faire. Il a dit, j'en ai rien à foutre. Ouais. Moi, j'étais très curieux On en a gros. On en a gros. Fais voir les pages. On veut voir les pages dedans. Moi, j'étais très curieux du travail d'Aosha, parce qu'Aosha, je l'ai découvert avec Les Mondes Perdus, qu'elle a fait en jeunesse. Je l'avais rencontré au Festival Spion. J'avais beaucoup aimé son travail sur ce récit d'aventure jeunesse autour de l'archéologie, qui allait chercher un petit peu de réalisme justement sur le côté archéologie. Vas-y, meuble bien qu'un, le temps que les pages arrivent, tout ça. Oui, mais je fais ma chronique en attendant. Je rends hommage à Mathieu en faisant des bruits de barbe. Ah, les bruits de barbe, c'est terrible pour les auditeurs.
Et je voulais voir ce qu'elle allait faire. Et là, on est vraiment sur un récit qui est dans une sorte de réalisme médiéval, qui cherche à nous montrer quelque chose d'un peu vrai, en ne parlant pas de la grande guerre, des grands royaumes, etc. On s'intéresse vraiment à un petit fief et à la vie quotidienne que La mènent vraie vie les des vrais gens, gens. la vraie vie des vrais gens. Ça le faisait plutôt pas mal. Moi, j'ai passé un bon moment. On voit en plus, parce qu'il y a un petit passage à la fin qui nous amène vers le côté historique, qui nous précise comment ça marchait vraiment à l'époque, qui nous montre qu'il y a une vraie documentation sur le sujet. J'ai trouvé que c'était une belle histoire parce que ça mêlait cette histoire des gens et de cette petite histoire qu'on oublie, ce détail sur comment c'était en vrai pour les gens à l'époque. J'apprécie de lire ça. Au niveau du dessin, je trouve qu'il y a une approche assez caricaturale qui pourrait faire penser à du jeunesse et peut-être un peu desservir le propos qui reste quand même assez dur, mais qui permet de super bien présenter les personnages, des archétypes qui fonctionnent bien, de bien faire passer les émotions, et puis un travail des couleurs qui tend vers les ocres, les rouges, qui marche super bien. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment à lire cet album. Et vous ? Alors moi, j'ai passé un très très bon moment à la lecture de cet album. Je trouve que justement la proposition graphique casse vraiment la dureté du propos. Alors après, je suis à peu près persuadé que cette BD-là, tu la proposes avec le même sujet, les mêmes dialogues, la même pagination, mais des graphismes différents. Tu vas obtenir 3 réalisations et 3 sensations très différentes. Déjà, je suis ravi qu'ils n'aient pas choisi un style réaliste pour ce genre d'histoire. Exactement. J'en ai marre de ce genre d'histoire avec un style réaliste. Un truc réaliste là-dessus, je trouve que ça aurait fait très old school, très vieillot, et pas forcément plaisant à lire. Ou alors, il aurait fallu vraiment un gros talent pour arriver à y mettre, à insuffler de la vie dans quelque chose d'un peu trop réaliste et un peu trop à l'ancienne. Là, je trouve que justement, le fait qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus simpliste, au niveau du dessin, mais quand même suffisamment expressif, ça nous permet aussi une fluidité, une rapidité dans la lecture. Ça allège effectivement la lourdeur du propos, sans pour autant la dénaturer. Et j'ai trouvé que c'était un juste milieu. Alors après, ça n'engage que moi, c'est les goûts et les couleurs, là, pour le coup. Mais vraiment, je trouve que ça fait partie de ces bandes dessinées où, en gardant exactement le même scénario, mais juste en changeant le choix du dessinateur, ça aurait fait des productions radicalement différentes. Guillaume. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ça fait vraiment le mec qui n'a rien écouté. Quoi. Et donc, on parlait du temps des d'accord. Tout pareil que Miguel, tout pareil. T'es pareil que Miguel. Écoute, moi je me suis pas posé la question dans ce sens-là, j'avoue, j'ai pas du tout réfléchi à ça, qu'est-ce que ça aurait donné avec un autre dessin. Moi ça a été une super surprise en fait, parce que j'étais passé complètement à côté à la librairie, je l'avais pas ouvert, ça m'avait pas particulièrement attiré l'œil ou donné envie. Couverture intrigante quand même, je trouve. Mais... Ouais, mais noyé dans la masse de tout ce qu'on a reçu, honnêtement, je l'ai même pas vu, quoi, tu vois. Et du coup, c'était une super surprise. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, bien traité, réaliste sans être exagéré, pesant et exagérément tragique, tu vois. C'est la guerre, c'est dur, mais bon, ok, ça va, on a compris, on va pas s'étendre sur ce sujet-là, parce qu'une fois encore, finalement, le sujet, c'est pas tellement la guerre, c'est plutôt une vie, la vie de cet homme et de cette jeune femme. C'est la résilience et la reconstruction. Et du coup, j'ai trouvé cette BD vraiment superbe, quoi. Ça m'a fait super plaisir de lire ça. D'autant que, franchement, je m'attendais à rien en l'ouvrant. Et c'était vraiment une super surprise. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, j'ai trouvé ça sympa, mais je connais quelqu'un qui va trouver ça excellent. Et tu ne m'as pas trompé, parce que tu as quand même mis un coup de cœur dans le conducteur. Explique-nous alors, déjà, qu'est-ce qui vraiment t'a fait waouh? Déjà, je dirais, l'avantage, c'est qu'ils n'ont vraiment pas tout vendu sur la couverture. Ah oui, ça, clairement. Pour moi, je la trouve illisible et moche. Moi, je ne vais pas dire moche, mais effectivement, elle n'est pas à propos. Elle n'est pas lisible. Moi, je la trouve jolie, mais pas lisible. Mais bon, en fait, là, tu vois, j'ai pas mes lunettes, mais même en la regardant encore, je sais pas du tout ce que ça représente. Ah non, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc pour moi, c'est illisible. Mais bon, après, ça, c'est... voilà. Mais au demeurant, quand tu ouvres le bouquin, tu as effectivement
non pas la grande histoire, tu as l'histoire, on va dire, comment les gens vivaient à l'époque. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est toujours, on va dire, un peu ce qu'on fantasme en se disant, ouais, putain, quand on est petit, on se dit, putain, si je vivais au temps des chevaliers au Moyen-Âge, je serais un chevalier et tout. Non, en fait, tu serais juste un troufion, Un gueux de pénicule merde. de base, là. Et en fait, tu vivrais en fait avec les cochons et en fait, tu vivrais dans la merde, quoi. Et là, tu te dis, ouais, la vie. C'est pas tête de chien, quoi, le Moyen-Âge. C'est moins cool, quoi. C'est moins cool. Et je trouve que voilà, cette histoire de résilience, c'est cet homme qui a été brisé et qui se reconstruit. Et non, en fait, voilà, c'est un formidable bouquin, Le Temps des Pivoines. Le titre te fait pas penser à quoi que ce soit au départ. Et tu comprends, on va dire, le titre à la fin. Et c'est vraiment, non, pour moi, c'est un coup de cœur, quoi. Je me suis régalé. Et encore aujourd'hui, tu vois, quand tu vous en reparlez, ben, ça me revient en tête. Et il y a vraiment plein de belles choses qui reviennent, quoi. Question, j'ai du mal à le situer parce que je me dis que l'approche pourrait être intéressante pour un public un peu plus jeunesse, mais que les sujets sont tellement durs que je suis pas sûr. Peut-être que le graphisme arriverait à compenser. Vous pensez que c'est le genre de bouquin qu'on pourrait mettre dans les mains de jeunes et à partir de quel âge ? Moi, je pense qu'il Je fais mon Evelyne. y a un niveau de lecture ultra multiple. C'est-à-dire, en fonction de ton âge, tu vas voir ou pas voir tout un tas de choses. C'est-à-dire que le côté résilience et je me reconstruis ma vie, toi, tu le penses parce que tu es un adulte. Un ado, lui, va s'attarder aux conditions de vie, au fait il va falloir partir au combat, qu'ils vont aller taper sur la gueule du méchant machin, ils vont devoir aller faire la guerre. Voilà, je pense que ça va plus s'attarder là-dessus. Des plus petits vont s'attarder sur la vie de la petite fille, comment est-ce qu'elle va grandir, est-ce qu'elle va se marier, est-ce qu'elle va pas se marier, tu vois. Je pense qu'il y a tellement d'histoires dans cette petite grande histoire que chacun va pouvoir y trouver son compte. Je pense que toi comme moi, on a surtout l'idée de ce meunier qui est d'une force de caractère de dingue, qui était un vrai gentil et qui est l'espoir au fond de ce merdier. Tout le monde compte sur lui en fait pour trouver la bonne solution, pour apporter de l'aide, pour aller raisonner le chef du patelin. Voilà, je trouve que moi c'est ce personnage-là que je garde en tête avec toute cette bonne énergie qu'il véhicule, qu'il arrive à garder malgré les horreurs qu'il traverse. La perte de ses amis, la perte de sa femme, la perte de son enfant, c'est la perte de la situation générale de son paysage dans le pays, dans le village où tout se passait bien, même s'il y avait beaucoup d'impôts, même si c'était la merde, c'est pas grave, il allait filer un coup de main aux copains, ils allaient manger, casser la croûte ensemble, et la vie, elle se passait bien, et avec le sourire de cette façon-là, il n'en demandait pas plus. Et finalement, c'est ce qu'il va essayer de reconstruire, et alors ça, c'est à vous de voir s'il arrive à arriver ou pas, mais voilà, je trouve que c'est la force de ce bonhomme-là qui m'a marqué dans ce bouquin. Je pense qu'encore une fois, il y a plein de niveaux de lecture en fonction de ton âge et de ton vécu. Tu vas aller y trouver voilà, ce que tu veux. Mais on peut le mettre dans les mains de plus jeunes. Ah oui, pour moi, oui. Ouais, moi je pense qu'il faudrait quand même qu'il soit accompagné parce que pour moi, un jeune ou même un ado, en fait, il va passer à côté de trucs. Il va pas forcément faire l'effort de le lire carrément, quoi, dans le sens où ça va pas forcément Non, mais si tu mets en lecture obligatoire pour l'école, ça marche. Ouais, tu mets dans la liste obligatoire, liste officielle de lecture. Ça pourrait faire un très bon support pour travailler, 3 copies doubles, discuter du sujet, etc. Mais moi, j'imagine mal un jeune le lire tout seul, en fait, quel que soit son âge. Oui, peut-être. C'est pas quelque chose qu'il faut que tu encadres. Ça manque du côté purement divertissant que les jeunes vont chercher. Typiquement, ça pourrait faire partie d'un prix comme le prix Livre en tête ou ce genre de truc où tu as une sélection de livres et où tu vas les lire avec les gamins avec des petites phases explicatives rapides, mais au moins tu le lis ensemble, quoi. Donc Le Temps des Pivoines, une excellente surprise par Aosha et Maxime Belloche chez Glénat pour 25 €. Les bruitages seront entièrement faits à la bouche. Il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine, Les Guerres de Lucas numéro 2, scénarisé par Laurent Hoffman, avec beaucoup de docs, dessiné et colorisé par Renaud Roche, aux éditions Deman, ou Deman, je ne sais pas, à 25,90 €. Guillaume. Oui, ben voilà. C'est la suite du 1, voilà, merci. Alors, moi, j'ai quand même un vrai problème avec ça. C'est-à-dire que l'épisode 4 s'appelait l'épisode 4 après. L'épisode 5 a pu s'appeler épisode 5. L'épisode 6 a pu s'appeler épisode 6. On parle de Star Wars, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais le livre 1, il va faire comment pour s'appeler livre 1 de l'épisode 4 ?
Le livre 2, il va faire comment pour s'appeler livre 2 de l'épisode 5? Je crois que tu nous perds là. Guillaume, vas-y, fais-nous un pitch avant qu'on Alors, soit largué. Parce que ce sera le ouais, livre moins 3. Je pense Quand que tu tu vas faire t'amuses l'épisode 1. à couper le cheveu en 4 sur un sujet qui n'existe pas. C'est pas Star Wars, c'est les guerres de Lucas. Point. Ouais. Voilà. Donc les guerres de Ouais. Lucas, épisode 2, qui fait entre guillemets suite et en même temps, voilà, Ça peut se prendre en C'est- solo ou en ça suite. peut se prendre en solo en fait. Les guerres de Lucas, en fait, le principe c'est de simplement raconter tout ce que Georges, vous avez vu, je connais le prénom. Hein. Georgie. Ça va? Voilà. Moi aussi, hein, les noms ultra communs, je les connais, c'est facile. Hein. Et c'est son deuxième prénom, c'est Georges et Lucas. Bref, c'est le propos des guerres de Lucas, c'est de raconter, d'expliquer, de rendre en BD toutes les anecdotes de tournage, toutes les merdes, toutes les saloperies, toutes les conneries, tous les problèmes que monsieur Lucas a pu rencontrer pour faire ces fameux Star Wars. Ah bon, il y en a eu? Donc, les guerres de Lucas racontaient toutes les galères pour l'épisode 4. Et les guerres de Lucas, épisode 2, toutes les galères qu'il a rencontrées pour l'épisode 5. Donc, l'Empire contre-attaque. Et puis, ça y va. Hein. C'est incroyable d'avoir autant de la schkoumoun. C'est complètement improbable. D'autant que le monsieur, n'étant pas du tout hyper actif et aimant les choses simples, en même temps qu'il fait son film, il en profite pour montrer le ranch Skywalker, pour montrer ILM, pour faire truc, Pour Bref. préparer Indiana Pour préparer Jones. Indiana Voilà, Jones, pour faire American Graffiti 2. c'est ça, il enchaîne en fait. Hein. Je pense que ce monsieur a un vrai problème Tout sur en la se charge de travail. Tout en se disant, je vais consacrer plus de temps à ma famille. Oui, voilà, ça marche. Là, je lève le pied. Alors, attention, spoiler alerte, mais franchement, c'est pas un spoil. Le plus de temps à sa famille, ça marche pas bien. Hein. Voilà. Pas top. Il essaye, hein. Pas top. Voilà, quand on aime les Star Wars, quand on aime tout cet univers-là et tous ces films, c'est toujours sympa et plaisant d'en apprendre un peu plus sur toutes les galères qu'il a rencontrées, les gens qu'il a fait venir pour finalement être déçus, ceux qui au contraire n'étaient pas attendus et qui se sont révélés. Et Ceux qui sont morts. ouais aussi ceux qui se sont retrouvés à devoir gérer des cicatrices à cause d'un accident à la con. Voilà. Bref, ça a un côté limite improbable, limite guignolesque, tellement il enchaîne les trucs improbables. Je pense qu'on aurait mis ça dans un film ou dans une BD ou machin. Ouais. On se serait dit, franchement, ils en rajoutent un peu des caisses, quoi. C'est ce qu'ils ont fait, là, ils l'ont mis dans une BD. Oui, mais tu sais, Ouais. ça me fait penser Ça me fait penser à tu vois, le film qu'ils avaient fait sur Cyrano avec Depardieu, ou même plus récemment la BD qui a été faite sur la pièce de théâtre d'Alexis Michalik, là, sur Edmond, la création de Cyrano, justement. Cyrano. Et tout ce côté truculent, je crois que c'est le bon mot, rocambolesque dans la création, où ça fourmille, ça va dans tous les sens, de partout, il y a 12 milliards d'idées qui arrivent en même temps, 12 millions de choses à gérer, ça a l'air palpitant, incroyable, improbable, tout ce que vous voulez. Et c'est ça, c'est pareil. Et voilà, ça continue et il enchaîne. Et ça fait, c'est très plaisant à lire. C'est très chouette. Si vous êtes un grand mordu de Star Wars et de l'histoire de Lucas, vous êtes peut-être déjà au courant de la totalité ou des 3/4 ou de la moitié de tout ça. Pour autant, mis en BD, ça fonctionne bien parce que le scénario est bien mené, le dessin est bien réalisé. Enfin, tout ça est très bien dosé et en tout cas, moi, à la lecture, j'en ai complètement oublié toute la partie scénario et dessin. Je me suis posé aucune question dessus. Je me suis laissé complètement embarquer par toutes les anecdotes et toutes les histoires. Et je trouve que finalement, c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire sur ce genre de BD à un scénariste et un dessinateur, c'est qu'on les a complètement oubliés, on est complètement rentré dans le récit. Thio ?
Ben, je ne l'ai pas lu, donc du Ah oui, coup, c'est vrai que tu l'as pas lu, je toi. peux t'en parler. Ah, c'est vrai que tu l'as pas lu, toi. Zut. Oh, c'est je suis fort tellement dommage. désolé pour toi. Bah, toi qui l'as pas lu, qu'est-ce que tu en penses, Mais en fait, C'est- effectivement, franchement, c'est bien. Hein. j'aurais eu envie, vraiment. Mais il t'a échappé, ça arrive. Il m'a échappé. Mais j'aurais bien eu envie de le lire, parce que moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode 4, j'ai beaucoup aimé l'épisode 5. Après, on pourra avoir une discussion sur la prélogie, mais en fait... Feront-ils des bouquins dessus? Non, Mais c'était le sujet tout c'était à le l'heure. sujet de sa discussion, mais il y a des trucs à dire. Mais en fait, plus on avance dans le sujet, plus je trouve que la prélogie devient digeste. En fait, plus Disney fait du Star Wars, plus la prélogie devient Et bonne. bonne, ouais. Ouais, c'est ça qui est dingue. Une C'est le sorte principe de- du faire-valoir. Ouais, c'est... Ouais. Peut-être que Ou tu sais, c'est leur franchement, bonne une stratégie. Franchement, moi, je vous trouve très très dur avec cette prélogie parce que quand même, voilà quoi. Non, moi je l'aime bien. Hein. Non. Non. Là, c'était pour aller Moi, dans le sens de la discussion. c'était pas- mais Mais moi, moi, Non, j'aimais mais bien, je hein. veux dire, je suis moi, désolé. l'épisode 3, Les épisodes 7, 8 et 9, et puis voilà quoi en fait. hein, voilà. Non. Non, mais bon, l'épisode 3 est un très très bon épisode. Moi, je l'ai beaucoup aimé, l'épisode 3. L'épisode Ah, 3, moi, il était finalement, J'ai hardcore. bien aimé le 2 ultra aussi. Moi, c'est le 1 que j'ai pas aimé. Enfin en bon, fait, de dans tous les cas, Ah, moi, c'est une c'est- digression. Vous avez des Voilà. problèmes avec les midi-chloriens, c'est tout. Ouais. Les Moi, guerres je de vais- Lucas. voilà, les guerres de Lucas. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il arrive à prendre une succession d'anecdotes et en faire une histoire, en raconter quelque chose, qui n'est pas une évidence, parce qu'il allait chercher plein de sources, etc. Il arrive à faire une sorte de fil conducteur qui fait que la narration est super fluide. Au niveau du dessin, Laurent Hoffman a une sorte de talent pour réussir en très peu de traits. Je pense qu'il a dû travailler pour réussir en très peu de traits à se faire un George Lucas et tous les autres personnages. Hein. Je veux dire, on reconnaît... Complètement. Spielberg, on reconnaît Harrison Spielberg, Ford, voilà, Coppola. Princesse on- Leia, Chewbacca, Coppola. on le connaît bien. Ah, Chewie, on le connaît bien. Le pauvre Coppola qui a dû vendre ses montres là récemment, tellement il est dans la misère. Oh, Donc on reconnaît un peu, Chatounet. on reconnaît un peu tous ces personnages-là, et ça raconte quelque chose qui est très intéressant. Et en plus, Il était acheté par Sarkozy peut-être avec un les peu royalties trop en sur les creux, livres. mais c'est pas grave parce que c'est pas le cœur du sujet. Parce que quand je dis un peu trop en creux, raconte aussi une histoire du cinéma de l'époque. Quand je dis un peu trop en creux, parce que ce n'est pas le sujet du bouquin, mais ça traite de Comment ça marchait à l'époque, comment ça hein, marchait à l'époque, avec les grandes majors, ça- Hollywood. voilà. Avec Harvey Weinstein. Et c'est plutôt. Est-ce que ça a tant changé que ça maintenant? Oui, je pense. Ben, oui, ça Mais- s'appelle plus MGM, ça s'appelle Netflix, mais... Non, je pense que ça a changé parce que le blockbuster c'est devenu une norme, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On avait quelque chose qui était très différent sur ce genre de film à gros budget. Si, tu avais les méga productions, c'était ça. Et pas sur ce côté de ce qu'on appelait le film estival, etc. Ça n'existait pas avant Les Dents de la Mer, tout ça. Tu vois, on est sur quelque chose qui est très récent. D'ailleurs, il y a un bouquin qui parle des Dents de la Mer qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ils doivent surfer sur le succès de celui-là. C'est l'impression que ça a donné. Peut-être. J'ai un super puzzle des Swim Troopers. Voilà. Ah oui, les Swim Troopers. Les Swim Troopers. C'est des Stormtroopers c'est- avec un requin. Qui doivent encore après pour les bouffer. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une très, très belle réussite qui est dans la continuité du premier. Et c'est ce que nous disait Randall dans le chat. On en apprend plus dans ce tome 2 parce que la création de l'épisode 4 de Star Wars, donc le premier film de Star Wars, a été très documentée et très racontée, et un petit peu moins les suites, à dire vrai. Et c'est pour ça que ça rend en plus, j'ai l'impression de découvrir plus de détails que j'ignorais. Ouais, puis je pense que cet épisode 5, il est quand même très tragique dans sa réalisation. C'est-à-dire que tu apprends que Mark Hamill a eu un accident de voiture qui l'a défiguré, qu'il a failli y rester et que ça a été une cata. Alors, super bien rattrapé par le scénario et les maquilleuses. Princesse Leia, j'ai oublié son nom, Carrie Fisher. Carrie Fisher. Était avec Paul Simon. était quand même gravement sous emprise médicamenteuse à l'époque, que y a machin qui meurt, que Bidule chope un cancer, que Trucmuche se fait brûler au 53e degré, qui respirent tous des vapeurs de trucs toxiques et qui tombent tous malades. Enfin, il y a un côté ultra tragique quand même dans le bouquin. C'est peut-être moins glamour entre guillemets que le côté un peu grande aventure du premier. Le deuxième, c'est la grande aventure de la merde quand même. Ce que tu apprends quand même, c'est que Irving Kirchner est un bien meilleur réalisateur que George Lucas. Par contre, en termes de gestion de prod, c'est une grosse quichasse, quoi. Il est moins bon. Mais il gère mieux ses acteurs. Mais c'est un artiste. Voilà, il gère mieux ses acteurs. En tout cas, très bon moment. Quelque chose à ajouter, t'as déjà. Ah oui, t'as c'est pas un donné coup de la parole, mais cœur. t'as Moi, c'est déjà- un coup de cœur monstrueux, les gardes de Lucas. Je rejoindrai simplement ce que tu disais un petit peu et ce que Guillaume a dit également. C'est-à-dire qu'on oublie le fait que ça pourrait être une simple succession d'anecdotes et que c'est monté
sous la forme d'un réel scénario, que le dessin, en 3 coups de cuillère à peau, on est à fond dedans. On retrouve tout autant les scènes des films que ce qui se passe en off. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça... c'est très épais, mais c'est d'une lisibilité extrême Oui, ça se et ça dévore se très vite. dévore en 2-2, quoi. Donc vraiment, c'est une franche réussite. Au-delà de l'aspect commercial de ce que ça pourrait être, ce bouquin est intrinsèquement très bon. Les Guerres de Lucas, numéro 2, de Laurent Hoffman et Renan Roche, aux éditions Deman pour 25,90 €. Et c'est un coup de cœur. C'est un super cadeau à faire. Mais offrez-le un d'abord, quand même, pour ceux qui... Bon, on ferait les deux, quoi. Oui, voilà. Voilà. Ça va se voir, Guillaume. 1829, numéro 2, deuxième tome, fin d'un diptyque. C'est bien les diptyques qui savent se finir. Xavier Surtout les Horizon diptyques en 2 tomes, quoi. scénario. Timothée Montaigne au dessin. Clara Tessier à la couleur chez Glénat pour 35 €. Et alors là, à part pour la couve, je trouve que c'est un peu abusé, mais bon. C'est le poids de la culture. Ouais, le poids de la culture. Voilà. C'est le prix du papier. Thio. L'encre noire. Ça, pour le coup, du noir, il y en a. Du noir, il y a- C'est cher l'encre, ça a augmenté. C'est cher, le noir. Alors, Démerde-toi avec ça. donc, nous parlons Par du... contre, en fait, il faudrait dézoomer. Ou remonter la caméra. Ouais, mais alors là, je peux pas le Ouais, faire en non, même mais temps. vas-y, C'est pas c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y. Loin de décevoir... Vas-y, chante comme si Je chante. comme si t'étais pas là. Comme si t'étais pas là. Chante. Continue comme si t'étais pas là. Donc, Je- on suit donc le naufrage du Jakarta. Donc, le Jakarta a naufragé. Ça y est, il est tombé, il est plus là. Il s'est effondré sur un gros récif. Et donc, les survivants du naufrage sont sur l'île de Arbor Hall, Ou un truc du genre. Et après, on au dit de large de moi. l'Australie. On est au large de l'Australie. Oh, dans l'eau, quoi. Et donc, le capitaine est parti avec la chaloupe chercher du secours sur l'île de Java. Et on va donc suivre l'histoire des survivants et du second du bateau qui s'appelle Hieronymus Cornelius, qui était apothicaire de son état et qui est devenu donc second du bateau. Et qui, en fait, dirige, on va dire, cette espèce de pseudo-colonie de rescapés d'une main de fer. Comment retranscrire l'humanité au sein d'un naufrage? Eh bien, en fait, on va retranscrire exactement comme dans beaucoup d'autres histoires que l'on a déjà vues avant, c'est-à-dire je dirais du Walking Dead, par exemple. On pourrait l'avoir sur d'autres trucs. Le château des animaux. Aussi, exactement. Où, en fait, pour survivre, il faut montrer les dents, et c'est un petit peu la loi du plus fort. Et donc, pour être le plus fort, il faut se débarrasser de ses opposants. Et donc, le Hieronymus va essayer justement... alors, Hieronymus ou Hieronymus, vous l'appellerez comme vous Moi, voulez. Hieronymus, moi, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien Hieronymus. Ça me fait... voilà. Dans Moi, Indiana je Jones, préfère le t'expliques connard. que Il y avait. Voilà. Et donc, justement, il se débrouille pour se débarrasser des opposants, parce que lui, son secret, et ce qu'il veut faire, c'est se débarrasser de tous ceux qui seront les soutiens du capitaine, du vrai capitaine du Jakarta, pour que quand le navire de secours arrive, ils arrivent à se mutiner, à prendre le navire de secours et à emporter le trésor du Jakarta, parce qu'il renferme dans ses coffres une fortune, messieurs, dames. En or, en bijoux, en quincaillerie, en verroterie. Voilà. En tout. Et donc... Et en vinaigre, peut-être. Ah non. Et comment est-ce que ça va se passer pour que justement, qui va contrer Hieronymus? Eh bien, c'est Lucrétia. Lucrétia, donc, qui est la femme donc, d'un noble. Alors, du coup, de femme de noble, elle est passée désormais à rescapée sur une île déserte où elle a un peu perdu tous ses privilèges. Donc, un peu de superbe. Mais Lucrétia a une vraie force de caractère et elle va justement s'opposer à Hieronymus. T'as changé le nom déjà, merde. Ça change. Ouais, à Hieronymus, parce que justement, elle veut faire le bien. Et donc, on va avoir donc, cette lutte entre les deux camps sur ces différentes îles, entre ceux qui veulent donc se mutiner et ceux qui veulent rester, on va dire, dans du côté lumineux, de la force. Pour revenir sur notre discussion précédente. Au niveau du dessin, le 1629 est, je trouve, très très beau. Timothée Montaigne fait un splendide travail. Plus, j'aime beaucoup ces pleines pages.
ou même ces splash pages, Ouais. splash pages qui sont absolument splendides. De temps en temps, voilà, personnellement, certains de ces personnages, des fois, je les trouve un peu moins beaux. Voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment une belle production, c'est très dynamique, c'est vraiment agréable. Et ensuite, le scénario, qui est inspiré quand même d'une histoire vraie, quand même en grande partie, est quand même très bien mené, c'est super intéressant. C'est édulcoré, apparemment. C'est un diptyque, et du coup, je trouve que juste pour ça, c'est très bien. Par contre, effectivement, je te rejoins totalement sur le prix. Là, c'est un peu déraisonnable. Je pense pas que ça l'éveille, surtout quand tu vois, donc, il y a un mois, on parlait des Amours fantômes, qui est un livre avec beaucoup plus de qualité d'impression. Celui-là, voilà, il est bien, mais bon, pas non plus. Je pense que les dorures n'aident pas. Oui. Je pense que le signé, les cahiers cousus. Ils ont fait un bouquin de luxe, quoi. Ouais. Oui, c'est un L'idée, bouquin de luxe c'est de maintenant. faire un bouquin de 35 luxe. balles, les gars, putain. Quand tu veux le diptyque, t'en as pour 70 boules. Enfin, excusez-moi, mais faut redescendre sur Terre aussi, quoi. Mhm. Disons que tout passer sur... moi, je dirais... Alors... Mhm. Voilà, mon avis. Voilà, 140 pages, l'air de rien. Fais-les à 35... 140 pages, l'air de rien. Oui, Ah c'est oui, ça. Mais disons que fais-le à 35 balles, diminue la qualité et paye plus les auteurs, alors. Mais en fait, Je voilà... pense que s'ils l'ont fait à 35 balles, c'est pour pouvoir payer les auteurs, vu qu'ils sont au prix qu'ils ont décidé aussi. Oui, peut-être, je mais bon, suppose. à un moment donné, je trouve que c'est... Enfin, voilà, ça commence à faire cher pour de la BD, ou alors, il faut que dans ce cas, tu dises, OK, on enlève tous les prix, on reste sur de la BD comme on avait avant, mais les auteurs sont beaucoup mieux payés. Oui, OK, peut-être je suis prêt à faire ça. Alors moi, je vais revenir là-dessus. On va revenir sur 729 déjà, mais... Je pense que le problème qu'il y a, c'est qu'ils auraient pu faire un bouquin plus cher, mais un seul, en fait. Le diptyque tient la route. Ils ont fait un bouquin dans les 50 balles avec les 100... alors peut-être que c'est compliqué à justifier, mais je sais pas, parce qu'on a une très belle qualité d'édition, ça, il n'y a rien à dire. Et je pense que c'est très très beau. Hein. Je pense que ça justifie ce prix-là. Mais... moi, le problème que j'ai eu quand j'ai eu ce tome 2, c'est que j'ai dit « Ah ouais, c'était vachement bien !» Et puis j'ai commencé à ouvrir le bouquin, j'ai fait « Merde ! Ça raconte quoi déjà, le tome 1 ?» Je l'avais mais complètement oublié. Et j'avais un vague souvenir que j'avais aimé, mais je savais plus du tout de quoi ça parlait. C'est-à-dire que c'est un bouquin, tu sais, ces bouquins que tu lis sur le coup en disant « Ah, c'est sympa !» Et le lendemain, tu sais plus ce que tu as lu, quoi, parce que on lit tellement de bouquins que il est passé au milieu des autres, quoi. mais surtout, je sais que je te coupe, mais le 729, le premier tome, on avait mis un coup de cœur. Oui, c'est ça. Et on avait mis un coup de cœur, et j'avais oublié Parce le que truc. c'est très bien fait. Moi, je trouve ça très qualitatif, Voilà. mais c'est pas ma cam. Ouais, non, mais Tu vois. c'est pour ça, et ça Mais m'est pas par resté contre, en mémoire. c'est très qualitatif. Mais moi, c'est ça. Non, mais c'est très qualitatif. Mais et moi, c'est le genre de truc où c'est ma cam, justement, cette petite histoire, ce petit fait divers qu'ils vont mettre en forme, où graphiquement, ça en jette. Le style de dessin réaliste, on est dans cette école Alex Alice, Timothée Montaigne, Benjamin Rouge, machin chose. Enfin, tout ce qui déchire, qui sont plus. Robin Recht aussi, Robin Recht, sur certains points, qui en jette, etc. J'adore ce côté-là. C'est du réalisme épique, ça marche très bien pour raconter des grandes aventures. Mais je me demande si avoir eu une histoire complète aurait pas fait que ça serait plus resté dans mon esprit, en fait. Tu vois, d'avoir la chute, plutôt que à suivre qui me dit « Waouh, c'est trop bien, j'ai envie de connaître la suite ». Et quand la suite arrive, je fais « Merde, je sais plus du tout ce que j'ai lu avant, quoi ». Mais vraiment, j'avais le vide total, aucun souvenir. Non, moi, ça m'est très vite revenu quand j'ai attaqué la lecture du bouquin. Très, très vite, ça m'est revenu. D'ailleurs, j'ai même lu une deuxième fois ce bouquin parce que je l'avais lu tout de suite quand on l'avait eu, quand tu l'avais acheté. Et là, du coup, je me suis simplement replongé dedans en le feuilletant et tout m'est revenu en 3 secondes de dixième. Hein. Mmh. Donc vraiment, non, mais moi vraiment, alors que c'est pas du tout ma cam, tout m'est très vite revenu, les personnages, les visages. Donc ça veut dire que c'est incisif, ça fonctionne parfaitement bien. Et voilà, encore une fois, moi je trouve ça vraiment très qualitatif. Alors, pour moi, ça fait un peu l'édition collector d'une BD classique. Ils n'ont pas sorti la classique. Sauf qu'ils n'ont pas sorti la version classique. Parce que, tu vois, il y avait une question d'Azer et le poids du coup. Pour 140 pages, on est à 1,3 kg. Donc, tu as un ratio quand même où c'est du lourd. Et d'ailleurs,
c'est aussi une édition Tu grand peux faire format. une thèse sur le sujet. C'est une édition grand format, tu vois, c'est un peu plus large que la norme. C'est un beau livre. Donc c'est vraiment le beau livre que tu te fais plaisir à acheter ou que tu fais plaisir en l'offrant. Mais effectivement, je trouve que c'est l'édition de luxe. À 35 balles, ça serait l'édition de luxe. Et il n'y a pas la version classique que tout un chacun, que le petit peuple pourrait se payer pour quand même profiter du récit et tout ça. Donc, je suis un peu partagé. Bon, après, il faut mettre entre parenthèses ce prix, c'est pas fondamental au non niveau de la plus. qualité de l'œuvre. Je suis d'accord. La qualité du bouquin est pour moi très très bonne. La qualité du récit est très très bonne, que ce soit au niveau du scénar, du dessin, etc. Il y a des grandes planches, c'est très très bien foutu. Donc voilà, on avait mis le coup de cœur sur le premier. Moi, je pourrais sans aucun problème coller un coup de cœur sur le deuxième, alors que c'est pas ma cam. Donc, ça veut dire que le boulot est là, quoi. Guillaume. Eh ben, tout pas liké, Miguel. C'est, je déplore qu'on ait ce genre de prix, hein, voilà. Maintenant, voilà, tous les choix éditoriaux ont mené à ce prix-là. La qualité du papier, les dorures, le signé, le Très beau cousu, livre. machin, enfin voilà. Effectivement, c'est plus pensé comme un cadeau de Noël, hein, d'ailleurs, c'est sorti là, le tome 2. Et voilà, après... moi, je me suis fait le plaisir, justement parce que je m'étais raté sur Le Royaume sans nom, tome 3, de relire le tome 1 avant de lire celui-ci. Et je trouve que le 2 n'a absolument rien à envier au premier. Ce qui fait que je vais te rejoindre dans ton observation qui dit que ça aurait mérité qu'on ait qu'un seul bouquin au final. Et quitte à ce qu'il soit peut-être pas à 50 balles, mais à 60 ou à 70, fonction de la qualité du truc, c'est pas la question. Une édition luxe, c'est une édition. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien ce genre de récit parce que je trouve ça toujours intéressant de rentrer dans les travers humains, de pointer du doigt tout ce qui peut mal tourner dans notre nature. Et effectivement, moi, ce genre de fait divers m'interpelle parce que c'est un fait divers, certes, mais c'est quand même un fait réel. Et je veux dire, en le relisant notamment, on le voit bien, ces espèces de gros crevards de la VOC ont quand même fait et mis exactement tous les ingrédients qui allaient bien sur un bateau Pour que ça pète. Hein. Je veux dire, des racailles, des repris de justesse, un capitaine qui peut pas s'entendre avec le commandant de bord, des de la thune. des milliers de florins en argent, hein, même pas en meubles, breloque machin, ou autre. ouais. Une femme. Ouais, c'est vrai. Bon, ça, c'était pas prévu par la VOC à la base. Non, c'est quand même eux qui ont Mais accepté. ils ont accepté le Il y a deal. plusieurs femmes, hein, je vous le rappelle. Oui, mais enfin, je veux Oui. dire, il y a exactement tout ce qu'il faut pour que ça pète. Et Il n'y a qu'une mise en valeur par le et dessinateur. c'est ça. Je veux dire, c'est chronique Une mort annoncée. Ouais. d'une galère annoncée et c'est ce qui se passe. Et moi, je trouve ça bien parce qu'on a tout dedans, les dominants, les dominés, ceux qui luttent jusqu'au bout, ceux qui manipulent, ceux qui se font manipuler, les mecs qui changent et qui évoluent, ceux qui sont indécrottables. Moi, franchement, j'ai adoré, quoi. Je rajouterais, parce qu'on a quand même sur notre chat Azer qui dit de toute façon il y aura une intégrale dans 2 ans. Ceci est du troll. Alors, petite annonce, une intégrale est prévue en édition spéciale le 7 octobre 2026 pour la modique somme de 99 €. C'est un coffret, c'est marqué. Oui, c'est un joli petit coffret avec un petit dessin en plus. Oui, c'est-à-dire que tu as les machin, 2 tomes tout ça. dedans, en fait. Tu as les 2 tomes dedans. Donc, l'édition de luxe va sortir. Sous-entendu, ceci n'était pas l'édition de luxe, quoi. 1629, le tome 2, un excellent ouvrage qui a peut-être eu des manques plus éditoriaux que artistiques, en tout cas. Xavier d'Horizon, Timothée Montaigne et Clara Tessier chez Glénat pour 35 €. Un œil sur. Le Festival d'Angoulême 2026, Festival international de la bande dessinée. Vous le savez sans doute, peut-être que les choses ont changé. Nous enregistrons cette émission à un mois de sa diffusion. Le Festival international de la bande dessinée de 2026 a été annulé. Comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui a amené
cette crise assez énorme pour un festival qui est reconnu dans le monde entier. International. Voilà, et qui est reconnu dans le monde entier. La France reste un des pays de la bande dessinée. Quel est le drame? Quelle est son histoire? Quel est son réseau? Et on est totalement dans ce genre de délire là-dessus. Ils ont réalisé qu'Angoulême était une ville vraiment au fin fond du trou du cul de la France, quand même. Oui, alors... Ils ont prévu de le délocaliser à Saint-Junien. Je vais pas revenir sur l'historique. Je vais pas revenir Pas loin sur... du site Corot, sur la glane. alors. Je vais pas revenir sur l'historique du festival d'Angoulême, sur le fait de ces villes d'art montées par Jack Lang, machin chose, etc. Quoi qu'il en soit, on a un festival qui maintenant a plus de 50 ans et qui est géré par une association. 51. Voilà. Respect. Géré par une association, l'association 9e Art Plus, qui est une association... alors, je confonds peut-être l'association et la société, oui. Attention. Oui. Asso FIBD, qui fait appel qui a donné pouvoir à la société 9e Art Plus de gérer le festival. le festival. Donc, on est déjà sur un truc un peu étrange, c'est qu'on a une association qui organise un festival, mais qui fait un appel d'offres public pour avoir des gens qui... Sur une seule société. Qui le lancent. Le truc, c'est que la Ça me société rappelle qui s'en occupe, l'éducation nationale et 9e Art l'MGEN. Plus, a posé un petit peu des soucis parce qu'il y a eu des histoires autour d'une gestion toxique du festival et des choses qui ne se passaient mal. On va commencer par la première affaire qui était remontée, c'était l'exposition de Bastien Vives, qui était à ce moment-là... accusé, donc il n'avait pas été jugé ni quoi que ce soit, de choses plutôt graves, et qui donc, qui en parallèle avait une exposition qui mettait en valeur son œuvre, et beaucoup de personnes se sont dit peut-être que c'est pas le moment de faire ça en fait. Ça c'était le premier défaut. Et puis l'autre gros problème qui est ressorti, c'est une personne qui travaillait sur le festival qui aurait subi des attouchements, voire du viol. Alors j'avoue que j'ai jamais pas eu vraiment les détails. Viol, voilà. Et qui se serait plainte et qui aurait été virée. C'est encore Dans pour la toucher foulée. de la thune, ça. Voilà. Parce Pas que d'autre tu comprends, explication. c'était un petit peu... voilà. Un peu touchy. Ah ouais, Ouais, tu penses ouais. C'est un douceur, quand même. Voilà. Une douceur. Donc, forcément, les gens, pas contents. Il y a un problème avec 9e Art Plus. Il gère mal les choses. Le gérant, Franck Bondou, est très mal vu dans tous les sens. Ça fait des années qu'au-delà de ces faits vraiment plus graves, en tout cas... C'était de plus en plus grave chaque année. sont touchés. Mais il y avait plein de choses où les gens râlaient. Moi, à titre personnel, j'ai toujours du mal à comprendre que ce festival soit un festival où il y a des subventions publiques, où les éditeurs payent leur stand, où la plupart des Alors, auteurs... attends, les éditeurs payent leur stand une fortune. Oui. C'est pas ils payent, Oui, c'est non. ils payent une fortune. Je rentre pas sur les valeurs, parce que ça, j'ai pas l'idée, mais que les auteurs, la plupart, payent leur voyage, sauf quand les éditeurs les invitent. Que les expositions, effectivement, peuvent coûter cher à être montées, etc., et des choses tout ce que tu veux, que l'entrée est payante, même pour accéder au truc indé, et que, en gros, tu payes pour aller rencontrer des gens, pour acheter des livres, enfin, en gros, tout est payant là-dedans, et tu te dis, mais où va l'argent? Ah ouais, pour peut-être faire venir des invités internationaux, monter des expos, louer des locaux, je le comprends tout à fait. Mais c'est quelque chose de subventionné, et je trouve ça assez hallucinant à ce niveau-là. Je comparais avec Saint-Malo, qui a une partie dédicace qui est payante, mais toutes les expos sont gratuites. Ce qui, je trouve, est un juste milieu qui est intéressant. Accessoirement, les auteurs n'avaient pas de passe pour aller voir les expositions. Oui. Il fallait que les auteurs payent de leur poche pour aller voir les expositions des copains. Voilà. Donc, le truc un petit peu problématique. Donc, heureusement, vu le scandale qui arrive, les appels au boycott du festival par les auteurs et qui commencent à dire « Ah, c'est pas bien », menés beaucoup par les autrices qui étaient en soutien avec Chloé, qui était le pseudonyme qu'avait choisi la personne, la victime du viol, etc. Là-dessus. Donc, ils ont fait un girl cut. Alors, des gens commencent à dire n'importe quoi là-dessus, mais on s'en fiche. Bref, ça a été porté par les autrices énormément. Beaucoup d'auteurs ont suivi. Annick Ricard en tête de pont, oui, si je me souviens bien. La personne qui a gagné le prix et qui doit avoir son expo derrière cette année, quoi. Bref, gros bordel. Donc, ils décident, attendez, on va refaire un appel d'offres, on annule ce qui a été fait et on relance ça. L'appel d'offres est lancé et celui qui gagne, c'est 9e Art Plus. Ceux que tout le monde veut jeter. Là, on se dit qu'il y a un problème. Non, mais rassurez-vous, on va trouver un compromis. Vous allez travailler avec la Cité de la bande dessinée. La Cité de la bande dessinée, c'est le musée de la bande dessinée qui est à Angoulême, qui n'a rien à voir avec le festival,
qui, quelque part, Aurait préféré rester en dehors du merdier. a plus ou moins juste... Non, parce qu'ils se battent pour être impliqués dans le festival, mais ils ne s'entendent pas entre eux, parce qu'il y a des problèmes, là je dirais encore dessous, hein, c'est que, bonjour, on est un musée, on est là toute l'année, et on reçoit moins de subventions qu'un événement qui a lieu une semaine dans l'année. Je comprends aussi... peut y avoir des tensions qui se créent là-dessus, plus ou moins juste titre, je ne suis pas là pour juger ce côté-là. Donc on se retrouve là-dessus, et là ils disent non mais ça ne peut pas se passer, etc. Et puis les auteurs commencent à râler, et là, voyant que les auteurs ne vont pas lâcher le coup, les éditeurs suivent. Les éditeurs disent nous non plus, on ne vient pas. Et puis là, voyant que c'est la merde, notre cher ministre de la Culture dit on ne va pas donner de sous non plus. Oh, la belle opportunité de faire des économies. Oui, c'est une belle opportunité, mais pour le coup, c'est pas une... Ça va, c'est bien... Il y avait trop de frais de représentation cette année. C'est pas mal géré, on va dire, pour le coup. On peut pas... Voilà. Bref, là, ils ont commencé à dire qu'ils faisaient une pause sur le... Une pause. On se met en pause, on va y réfléchir, jusqu'à finalement annoncer le festival est annulé. Le truc, c'est que la société 9e Plus a encore jusqu'en 2027 l'appel d'offres. Donc c'est toujours cette même société jusqu'en 2027 qui fait le truc. Comment vont-ils sortir de cette crise ? Le vrai problème, c'est que le Festival d'Angoulême, c'est pas qu'un festival où on va aller voir des expos et rencontrer des auteurs. C'est un festival où les auteurs vont présenter leur travail. Un festival où les auteurs vont se rencontrer entre eux, démarcher des éditeurs, lancer des projets entre eux aussi, se faire connaître. Les jeunes auteurs vont pouvoir arriver avec leur book, etc. Pour les petits éditeurs, c'est super important. C'est aussi un festival qui fait vivre la ville d'un point de vue commercial. C'est un festival qui fait aussi, entre guillemets, met en valeur le travail de tous les auteurs qui vivent dans le coin, parce qu'il y a une école de bande dessinée, il y a des résidences à Angoulême qui permettent de découvrir des auteurs talentueux assez régulièrement. Et donc, on a tout un microcosme autour d'Angoulême qui se retrouve, mais dans une merde noire autour de ça. Alors, il y aurait un projet d'essayer de lancer une sorte de off, quand même, avec les locaux, ceux qui ont envie de venir, les potes qui veulent se déplacer. Je ne sais pas ce qu'il en est. Là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est organisé. On ne le sait pas au moment où on enregistre. Et vous, en gros, que pensez-vous un petit peu de tout ce qui se passe autour de cette polémique ? Je vais juste revenir d'abord sur ce qui se dit dans le chat. Azartov dit qu'il fait froid à janvier en Angoulême. On est tous d'accord. J'y étais une fois et c'est super doux. Il dit je crois qu'il fait froid en Angoulême aussi en été, non ? Non, non. Je peux pas te laisser dire n'importe quoi. Le Limousin et Angoulême, c'est l'ouest du Limousin. Le Limousin, c'est très froid en hiver. C'est pas une province et canadienne. C'est très chaud en été. Ah, c'est une province canadienne. Voilà. C'est nos cousins il canadiens. fait chaud en été. Le festival BD de Colomiers, ils font à 3 à 5 euros pour la partie dédicace stand et les expos sont gratuites aussi. Tu vois, c'est un peu un modèle qui pourrait fonctionner. Ou alors partir au modèle américain, on fait payer les dédicaces. En fait, indépendamment du modèle, en général, quand tu organises un festival, un événement comme ça, c'est soit tu fais payer les entrées, soit tu fais payer les stands, mais tu fais pas raquer tout le monde. À un moment donné, ça n'a pas de sens, surtout quand tu as autant de subventions ni rien. Et par exemple, le festival d'Aix, les entrées sont libres. La ville subventionne, enfin, et pas que la ville, il y a la région, enfin, il y a plein d'autres choses. Et le but, c'est d'amener un événement pour les contribuables d'Aix et alentours. Les expos sont gratuites. Ces 2 dernières années, non, ils nous ont offert les stands, mais avant, on payait le stand. Et puis les auteurs sont invités. Enfin, tu peux pas. Enfin, ça a pas de sens. Ça a pas de sens de faire payer et de faire raquer tout le monde. Soit les visiteurs payent, soit les exposants payent. Mais tu peux pas demander aux exposants de raquer une fortune, aux visiteurs de raquer une fortune. À un moment donné, plus personne ne s'y retrouve. Et c'est un problème qu'on rencontre régulièrement quand on fait du festival et que les gens, les organisateurs, ils arrivent la bouche en cœur et vous disent alors vous allez raquer votre petit micro-stand de 2 mètres carrés à tant de centaines d'euros. L'entrée va être à 25 euros. Je dis les gars, si vous plumez les visiteurs, comment on fait pour vendre et justifier le coût que vous nous demandez du stand ? C'est un équilibre assez compliqué à trouver et ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas demander c'est malhonnête et aussi bien au niveau financier qu'au niveau intellectuel de dire aux gens vous payez, tout le monde paye et puis au final on sait pas trop où va le pognon parce que c'est aussi pour ça qu'il y a eu une polémique indépendamment des derniers esclandres. Ça fait des années que ça couve.
Tu parlais des prix d'Angoulême, etc., machin. C'est pas là. J'ai entendu plusieurs fois des gens se questionner sur qui décide de qui a le prix. Parce qu'en fait, on demande à des gens de voter, et puis quand Oui, les un votants gros- votent entre eux, on n'a jamais voté pour Oui, lui, quoi. il y a eu des gros soucis aussi sur la C'est, remise du prix. Qui ont été plus ou moins réglés ces dernières années. ça fait des années que ça couvre, ça fait des années que les professionnels, quels pas qu'ils honnête. soient, se posent la question de savoir qui magouille avec comment, avec qui et avec quoi, pourquoi. Et voilà. Et donc, virer Bondou de l'organisation, c'est une chose, mais c'est quelque chose qui aurait dû être fait bien avant la polémique qu'il y a eu récemment. Et voilà. Et c'est malheureux pour la ville d'Angoulême parce que ça va effectivement lui porter un violent coup. Mais honnêtement, pour la profession en elle-même, moi, je m'inquiète qu'à moitié. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et s'il faut, ça sera refait ailleurs, dans une autre ville. Mais par contre, à Angoulême, ça va lui faire très très mal, oui. Ouais, ce que je trouve dommage dans cette affaire, c'est qu'effectivement, tout le monde sait ça dysfonctionne depuis des années, et ça a mis au moins une décennie à bouger. Alors, bravo à tous ceux qui ont permis que ça bouge aujourd'hui. C'était une vraie nécessité. Il y a un moment donné où il faut s'opposer quand il y a des éléments aussi manifestement malhonnêtes que ce qui se passe là sur Angoulême depuis des années. Effectivement, tout le monde paye, on ne sait pas trop où va l'argent. Cette société 9e art plus, c'est quand même la caricature de la société Société qui ne fait que ça. Hein. qui pompe du pognon et dont le seul client est le festival d'Angoulême, enfin la société qui gère l'association AFIBD, qui gère le festival d'Angoulême en chapeautant, mais en ne faisant rien. Mais c'est bizarre d'avoir une association qui ne vont pas prendre des prestataires pour différents types d'actions, ils prennent un C'est prestataire ça. qui fait tout. Un prestataire Je trouve unique ça qui gère étonnant, tout en et fait. qui récupère tout le pognon. Mais c'est Donc parce en que, fait, c'est la une ville va pas entreprise. subventionner une société, elle va subventionner une association. Voilà, c'est aussi con que ça. C'est un montage financier. Quoi. C'est un espèce de montage financier qui fait je- vivre je une pense, entreprise hein. sur un événement qui dure 1 semaine. Et donc, sur 1 semaine de l'année, pendant 51 semaines, tu vas payer des gens. Je ne vais pas dire à rien faire, attention. Hein, Oui, parce que mais ça reste du boulot. ça reste du boulot. Mais il y a un moment où ça fait énormément d'argent pour gérer 1 semaine de festival quand même. Voilà, donc légitimement, ça peut poser 1,5 tonne de questions. Après, effectivement, c'est très dommageable pour la ville, c'est très dommageable pour les auteurs, c'est très dommageable pour les petits éditeurs. Maintenant, malheureusement, de temps en temps, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça se fait pas sans casser des œufs. Mais je pense que c'était une nécessité. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'effectivement, le festival va pouvoir renaître, j'espère, à Angoulême. Alors, ça nous arrange pas géographiquement. Surtout qu'ils font ça pour mon anniversaire tous les ans. Ouais, mais bon, voilà. Maintenant, ça peut permettre aussi de remettre les choses à plat sur d'autres modèles économiques qui existent ailleurs et qui fonctionnent, qui font peut-être tout aussi bien avec un coût largement inférieur. On peut penser à Saint-Malo, on peut penser à d'autres. Donc voilà, ça permet sans doute de remettre les choses à plat. Maintenant, dernier point, l'aspect judiciaire et juridique qui sont liés. Il y a effectivement un contrat qui est signé jusqu'en 2027, et donc la société de Mémère Plus, quand même, se paye le luxe d'attaquer la situation, alors la ville, l'association FIBD, etc., parce qu'ils ont un contrat et qu'ils ne peuvent pas honorer leur contrat et qu'ils ne peuvent pas toucher de thunes. J'espère que la justice sera en capacité de leur fermer leur claquet, parce que ça me semble quand même un tout petit peu surréaliste. Et j'ai envie de te dire, ça montre aussi la vraie personnalité des gens qui sont à la tête de cette société, qui sont clairement là pour du pognon et qui sont pas là pour le reste, quoi. Alors après, sur les marchés publics, il y a des moyens de dénoncer un marché. Maintenant, il y a une grosse procédure. Mais derrière, encore c'est pas faut-il évident. le faire. Faut le Et faire. voilà. Mm. Donc moi, ce que j'espère simplement, c'est que la machine judiciaire va pouvoir mettre un terme à tout ça et que ces personnes qui sont à la tête de quelque chose qui ressemble beaucoup à de la malhonnêteté vont pouvoir être évincées de tout ça et ne plus y remettre les pieds. Et qu'on aura quelque chose de bien. Parce que ça ne veut pas dire non plus qu'on aura quelque chose de bien environ à la situation actuelle. Tu vois Oui, on l'a vécu. Oui. quelque chose, toi, tu as un avis J'avoue que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Voilà, Angoulême, je connais la ville, mais j'ai jamais connu le festival. J'y suis allé que pour d'autres moments et jamais pour un moment à la cool comme ça. Alors non, C'est pas à la cool. De quoi? Honnêtement, c'est pas. Enfin, Non, mais la moi, ville en même temps, moi, le festival d'Angoulême, j'y suis allé il y a très très longtemps en tant que visiteur. Je dois avoir une 20aine d'années. J'ai dit, j'y remettrai plus jamais les pieds. Je suis allé en tant que journaliste et j'ai dit, il faudrait que j'y retourne un de ces quatre. Tu vois, c'est pas pareil. Voilà, et j'y retourne. J'y suis allé 2-3 fois en tant que libraire pour participer aux rencontres éditeurs, etc.
parce qu'on a l'assemblée générale du Canal BD qui se faisait là-bas. Mais en vrai, c'est pas à la cool, quoi. C'est un marathon. Moi, perso, j'ai pas de plaisir particulier à faire ça. Le seul moment où j'ai un peu de plaisir, c'est quand la journée est finie, que je retrouve un pote pour manger le soir, là, ou que y a un autre pote qui nous invite à la remise des prix de BD Gest, ou du coup, tu vois, là, je suis en détente, mais j'ai fait une exposition une fois, j'ai fini par courir dehors tellement il y avait de monde, tu pouvais même pas te poser pour regarder ce qu'il y avait à regarder, quoi. Moi, j'appelle pas ça cool, en fait. Et quand tu vas t'acheter un sandwich jambon beurre et que tu te fais braquer, tu fais... Alors, je comprends qu'ils aient besoin de mettre ces prix-là pour vivre, parce que, voilà, c'est le moment de l'année où ils font des sous, mais je veux dire, enfin, moi, je trouve pas que ça se fait à la cool, en fait. Okay. Voilà. Bon, c'est s'il y a une année où je l'ai fait relativement cool, parce que, pas de bol, les logements m'ont pété à la gueule, et finalement, j'ai le poteau qui m'a dit, ma fille est chez sa mère, vas-y, je te file le canapé. Merci. Et là, c'était plus tranquille. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une affaire à suivre. On espère que ça se passera bien pour Cobaldi, qui serait pris de panique face au monde. Oui, effectivement, moi je disais, moi je l'ai fait journaliste, donc c'était des séries d'interviews. C'est top, j'ai rencontré des auteurs que j'aurais jamais pu rencontrer ailleurs, genre Stan Sakai. Des trucs vraiment... c'était génial pour moi de ce côté-là. Après, j'avoue que c'était vraiment... un côté travail, c'est-à-dire que j'y suis allé seul, j'avais pas vraiment de potes avec qui partager ces moments qui étaient géniaux. J'aurais bien aimé que vous soyez là, les amis, ça aurait été vachement mieux, mais bon, j'ai passé un bon moment quand même. Saint-Malo, c'était plus cool. Il y a des moments sympas, c'est juste hyper intense, et moi c'était intense. C'est bon, c'est juste, voilà, je rebondissais sur à la cool. Puis quand tu connais pas la ville, que tu as des interviews à deux bouts de la ville qui s'enchaînent, tu découvres que, il faut galoper. Voilà. Bon, voilà, c'était un peu... on va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à laisser vos coms sur le Discord. Sur le Discord pour avoir un peu vos avis, vos espérances ou vos festivals BD préférés. Le Festival international des peines de Mirabeau. On va bientôt ouvrir ses portes. Ouais, Festival BD fait au Moulin, des peines de Mirabeau. On aura plein de places. On fait ça en extérieur. Pas devant ce jour-là. On croise les doigts. Alors, regarde à la page 142. Voilà, bon, C'était pas celui-là. Putain, il se coupe tout seul maintenant. Non, c'était un enchaînement pour dire... c'est le moment où on dit au revoir. On dit au revoir. C'est le moment où on dit au revoir. Bisous, salut. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller sur lavoidesbulles.fr pour les infos. Sur notre Discord, vous trouverez l'adresse sur le site lavoidesbulles.fr, ainsi que toutes les adresses de nos réseaux sociaux. Voilà, nous on espère que on va passer encore une chouette année de podcast. Mais surtout avec des invités. Moi, je veux des invités, des rencontres. Ouais, je sais, mais c'est beaucoup d'organisation. Moi, j'aime bien faire des interviews. En plus, on a des chouettes projets et tout. Il faut qu'on arrive à monter ça, qu'on s'organise. Voilà. Et puis, on se retrouve au mois de fin janvier pour le prochain enregistrement, début février pour le prochain épisode. Et comme on est toujours en janvier, selon le calendrier de sortie de l'émission, moi je peux encore vous souhaiter bonne année. Ouais. Bonne année. Merci encore à tous. Ciao, ciao. Bye bye. Salut. Bye. À bientôt. Non, c'est trop tard. Granité. On a granité. Non, t'étais absente. Alors donc, Le temps des pivoines, si tu accompagnes les élèves, ça peut le faire. c'est un truc sur le Moyen-Âge avec Jean. C'est un peu moyenâgeux du coup. Ouais. Alors, moyenâgeux ou médiéval ? Parce que là, Jérôme, il serait pas d'accord.